Bonjour à tous Bonjour ceux à qui tous. nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue du coup dans ce webinaire colloque Volta. Donc on est ce matin, on est 5 pour animer ce séminaire avec vous. L'objectif est de vous présenter les résultats de la campagne 2020, mais aussi co-construire avec vous la campagne 2021. Tout d'abord, pour vous situer un peu, on part sur une durée d'environ 2 heures, pour que vous puissiez avoir une idée. Le séminaire va se dérouler avec plusieurs parties. Une partie où il y aura des présentations et ces présentations seront ponctuées de petits ateliers à intervalles réguliers. Je laisse la parole à Héloïse Mahé pour la première partie de ce séminaire. Merci beaucoup Camille. Alors je pense que tout le monde est en train d'arriver progressivement. Il faut que je surveille qu'on n'en laisse pas tout seul dans la salle d'attente. Je vais vous partager mon écran. Voilà, là je pense que vous pouvez le voir. Alors, on a choisi de vous représenter un petit peu le contexte dans lequel se situe le programme Volta et surtout le réseau dont vous faites partie, même si bien évidemment on vous en a parlé au courant de l'été. Le BIVB, avec l'ensemble de ses ressortissants, a reposé la question en 2019 de la longévité des vins blancs de Bourgogne, comment elle se construit, comment on peut la piloter au mieux. Quand on se penche sur cette question, finalement, on se rend compte que c'est un exercice difficile, parce que cette longévité, elle va se construire finalement à toutes les étapes de la vie du vin, de la maturation des raisins au procédé de récolte, durant la vinification, durant l'élevage du vin, durant la mise en bouteille, durant sa conservation. On sait tous que le vin va être la résultante d'un équilibre complexe de ses composés et que finalement toutes les pratiques, toutes les étapes de l'itinéraire technique qu'on va pouvoir lui appliquer vont avoir une interaction sur cette matrice et la longévité d'un vin va finalement se construire à chaque moment. Alors pour démarrer ce travail en 2020, on ne pouvait évidemment pas s'attaquer à toutes les étapes en même temps. Et ce qu'on a choisi de faire, on a choisi de se focaliser finalement sur 2 étapes, qui sont les 2 étapes sur lesquelles vous nous avez vu travailler cette année dans vos exploitations. Alors, hop, voilà. Donc, petit rappel avant ça, de finalement où se situe le réseau Volta aujourd'hui dans les actions du BIVB. Alors, je vous ai parlé de ce fameux plan d'action qui est parti d'une question qui revenait sur l'oxydation prématurée. Ça a donné lieu en 2019, fin 2019, à un appel à projet qu'on a lancé à l'international, vraiment pour élargir les horizons sur cette question, et qui a permis de sélectionner 2 programmes de recherche, qui sont plus des projets d'œnologie fondamentale, même si fondamental pour l'œnologie, bon, ça reste toujours appliqué. Et donc, avec 2 projets, donc le premier qu'on a appelé Apogée, qui est un programme de recherche qui va être mené par l'ISVV à Bordeaux, qui démarre début 2021, et un programme qui s'appelle OxyWine, qui est basé sur un outil de diagnostic qui était en cours de développement déjà par l'école de viticulture et d'œnologie de Changin, et sur lequel on travaille aujourd'hui avec eux pour le développer sur vin blanc. On a vraiment identifié le besoin, en plus de ces deux programmes, d'avoir un réseau qui soit support de la recherche, qui soit vraiment un réseau de terrain, d'où la constitution du réseau Volta, qui nous permet véritablement de faire de l'expérimentation de terrain, grandeur nature aussi, qui nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait jamais constater en cave expérimentale.
Vous le verrez, ça nous a permis, vous nous avez permis de collecter un grand nombre de données sur ce millésime 2020. Et puis, finalement, ce réseau, c'est aussi une vinothèque pour les 2 programmes de recherche que je vous ai cités, puisque c'est dans ce réseau qu'on va aller sélectionner les vins qui feront l'objet d'analyses plus poussées au travers de ces programmes de recherche. Alors, pour travailler dans ce réseau en 2020, on a travaillé en collaboration avec Vinvention et on a utilisé donc l'outil Polyscan. Alors, pourquoi le Polyscan? Parce qu'il nous permettait donc, déjà d'avoir un outil qui était déjà opérationnel, très simple d'utilisation. Je pense que vous avez pu en être témoin quand on était chez vous. C'était vraiment facile à mettre en œuvre, qui nous permettait d'acquérir un grand nombre de données dans des temps relativement courts. Pourquoi le Polyscan? Alors, il nous permet de suivre en fait les polyphénols. Donc, on parlait donc de potentiel de longévité et de comment il se construit. On est parti donc de l'hypothèse que plus la stabilité oxydative d'un vin allait être importante, plus son potentiel de garde allait être élevé. Et on s'est orienté donc vers la piste polyphénol, qui est une des pistes dans l'étude du potentiel de longévité, puisqu'ils vont avoir un rôle majeur sur la stabilité de la matrice vin. Et cet outil-là nous permettait de les évaluer vraiment en continu et directement sur le terrain. Alors, Volta, quel intérêt pour vous? Et vous pourrez peut-être en témoigner juste après. L'objectif, c'était, je pense, de mieux connaître l'impact de vos pratiques sur la stabilité oxydative de vos vins. Ça vous a aussi permis de participer à la recherche en étant vraiment son support, son moteur et son guide, puisque l'objectif aussi du travail d'aujourd'hui, c'est de construire avec vous, par rapport aux résultats qui ont été acquis cette année, construire avec vous les nouvelles questions finalement qu'on va se poser pour 2021 et ce que vous voulez qu'on investisse finalement dans vos exploitations lors de la prochaine campagne. Et ça vous a aussi permis d'intégrer un réseau et un groupe de travail qui se formalise vraiment aujourd'hui pour échanger sur les pratiques. Enfin, c'est vrai que les conditions sanitaires en ce moment ne permettent pas de nous réunir en vrai, mais on ne désespère pas de pouvoir le faire un peu plus en 2021. Un petit rappel du plan d'action 2020, de ce qu'on a fait dans le cadre du réseau Volta cette année. Alors, on vous a contacté à partir du mois de juin et au 1er juillet, le réseau était constitué globalement. Donc, merci à tous pour votre réactivité et votre intérêt pour ce sujet. Ça nous a permis de démarrer dès le mois de juillet les suivis de mise en bouteille et des mesures sur cuve, sur des vins qui étaient en cours de préparation à la mise ou prêts à la mise. Août-septembre, ça a été vraiment une période intense de en gros 4 à 5 semaines sur des suivis de pressurage. On a repris des suivis de mise en bouteille et des mesures sur vin au mois d'octobre. Et on a enchaîné assez rapidement avec l'analyse de l'ensemble des données qui ont été collectées. En parallèle, les vins dont les mises avaient été suivies rentrent dans un itinéraire d'analyse et de dégustation complémentaire, puisqu'ils sont dégustés 15 jours après la mise, 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc vous commencerez, pour ceux dont on a suivi des mises, vous commencerez à avoir des résultats au début 2021, au premier trimestre. Donc, un aspect très important pour illustrer et humaniser un petit peu ce que je viens de dire de cette année 2020 et du lancement de Volta, ça a été vraiment la constitution du réseau. Et encore, vraiment, on vous remercie pour votre mobilisation et votre intérêt pour ce travail, pour le temps que vous avez passé à nous accueillir sur vos domaines. Des mesures sur cuve, principalement donc, au mois de juillet et au mois d'octobre. Des suivis de mise en bouteille.
et les suivis de pressurage qui nous ont beaucoup occupés dès le 20 août. Les dégustations, nous avons aussi commencé à partir de la fin juillet, 15 jours après les premières mises, avec l'élaboration d'une fiche de dégustation qui nous permet, en quelques points clés, de pouvoir suivre l'évolution des vins dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et quelques chiffres pour illustrer ce travail qu'on a mené avec vous sur 2020. Donc, vous êtes un réseau de 34 sites aujourd'hui, ce qui nous a permis de suivre 70 pressoirs pendant la campagne. Donc, un chiffre relativement important qui nous a permis de vraiment traiter les données de façon statistique. Il y a eu 45 mesures qui ont été prises sur des vins prêts à la mise ou en cours de préparation. Et 17 lots qui ont été suivis par la mise en bouteille. Donc, c'est ces 17 lots dont on a commencé le suivi analytique et sensoriel. Alors, peut-être pour démarrer, je vais vous parler d'un retour d'expérience. Camille, je te laisse partager un petit questionnaire, un petit retour de votre part sur la façon dont vous avez vécu ce réseau. Tout à fait. Donc, je vous propose de répondre à un petit sondage. Donc, je lance le sondage. Vous pouvez répondre à l'ensemble des questions qui s'affichent. On vous laisse un petit moment pour répondre et ensuite, on affichera les résultats et je laisserai la parole à François pour que l'on puisse interpréter tous ces résultats ensemble. Donc, je peux suivre un peu en direct le rythme des réponses. Donc, on vous laisse 3-4 minutes pour pouvoir répondre au sondage. Voilà, la moitié des personnes ont répondu. N'hésitez pas aussi à faire part de retours peut-être plus détaillés ou d'autres de points supplémentaires dans le chat. Tout ça va nous permettre vraiment de construire le programme pour l'année prochaine et d'améliorer ou de modifier le fonctionnement qu'on avait mis en place cette année. Voilà, on a 14 personnes qui ont répondu. On vous laisse encore un petit moment pour remplir avant d'échanger un peu ensemble sur les résultats du sondage. Et puis, on passera ensuite au détail des résultats obtenus cette année au sein du réseau. Donc voilà, j'ai 14 personnes qui ont répondu. 15. Donc, on avait prévu 3 minutes pour répondre à ce sondage. Donc, je vous propose de mettre fin au sondage. Et pour les personnes qui n'auraient pas réussi à répondre ou autres, voilà, l'outil chat est aussi disponible pour vous pour faire remonter vos remarques. Et évidemment, suite à ce séminaire, on gardera le lien par mail, évidemment,
pour que vous ayez la possibilité de faire remonter vos remarques. Donc, je mets fin au sondage. Voilà, François, je te laisse la parole si tu vois bien Ouais. les résultats. D'abord, bonjour à tous. Et puis donc, ouais, on va survoler un petit peu rapidement comment vous avez répondu à ces questions. Alors d'abord, on vous a demandé si vous vous êtes senti impliqué dans le réseau. Donc visiblement, globalement, tout le monde s'est quand même senti assez impliqué puisque personne n'a répondu pas assez, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, êtes-vous satisfait des retours suite aux mesures réalisées chez vous, hein? Donc on faisait référence au petit rapport qu'on envoyait suite à nos interventions. Vous avez répondu à 93% oui. Et donc et une personne a répondu non. Donc peut-être que ce serait intéressant de développer dans le chat peut-être ce qui a manqué. Ensuite, avez-vous trouvé intéressant les retours de mesures réalisées chez vous? Pareil, on est quand même sur une majorité de oui, mais 2 personnes qui répondent non. Qu'avez-vous pensé des mails d'animation envoyés les vendredis? Donc les mails qu'on envoyait à peu près toutes les semaines sur différents sujets en rapport avec l'étude. On a une majorité de personnes qui les ont trouvés très intéressants, mais une partie importante aussi qui n'a pas eu le temps de les lire, hein, ce qu'on peut bien comprendre en période de vendange où on est quand même assez sollicité un peu de partout. Ensuite, les suggestions d'amélioration. On a quand même un certain nombre qui en auraient, donc je vous invite aussi à les partager dans le chat pour qu'on puisse appréhender au mieux la campagne 2021. Et enfin, souhaiteriez-vous avoir accès au contact des autres membres du réseau? Ce serait pour réaliser une annuaire afin que vous soyez les uns les autres en contact et que vous puissiez échanger sur ces sujets. On a une majorité de personnes qui seraient intéressées également. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager faire pour l'année prochaine. Voilà. Alors, on va arrêter le partage des résultats. Voilà. Et à présent, ce que je vous propose, c'est de c'est de vous livrer les premiers éléments de résultats sur cette campagne 2020. Et donc, on va commencer par un état des lieux de la sensibilité à l'oxydation des vins au moment de la mise en bouteille, puisque on a réalisé des indices. Des indices. Par contre, je n'ai pas le contrôle. Ah, ça y est. Hop. Alors, on a réalisé sur environ une cinquantaine de vins avant la mise en bouteille un test de tendance d'évolution. Alors, pour faire un bref rappel sur cet indice, il est analogue à un test à l'air et en fait, il consiste à prélever un échantillon du vin que l'on souhaite étudier et on va faire 2 points de mesure avec le polyscan, donc un premier au moment du prélèvement et un second après 2 heures d'exposition à l'air de cet échantillon. Et la différence en fait entre les 2 points va nous permettre de générer un indice de tendance d'évolution qui, s'il est supérieur à 100, indiquerait que le vin est peu sensible, tandis que s'il est inférieur à 100, il serait plus sensible. Donc sur les 50 vins qu'on a étudiés, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a une proportion légèrement plus importante de vins qui apparaissent comme sensibles. Et donc, à présent, l'idée, ce sera de continuer à suivre ces lots pour voir s'il y a une évolution de l'indice et si, en effet, ces lots sont bien à risque ou non. Sur cette cinquantaine de vins, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y en a une petite vingtaine qu'on a suivi lors des mises en bouteille. Et un des indicateurs principaux qu'on étudiait lors de cette mise en bouteille, qui est peut-être le plus important, en tout cas pour évaluer la réussite de la mise, c'est le TPO, donc le Total Package Oxygène, donc qui correspond à l'oxygène total qu'il y a dans la bouteille et qui correspond donc à la somme entre l'oxygène dissous dans le vin et l'oxygène qui est présent dans l'espace de tête. Et alors, on considère aujourd'hui que la mise en bouteille est sous contrôle
lorsque ce TPO est inférieur à 2 mg par litre. Ici, sur ce graphe, vous avez donc la moyenne de TPO pour chacun des lots étudiés. Et on constate quand même globalement que dans le réseau, la grande majorité des lots est en dessous de ce seuil, même si certains le dépassent. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que en général, lorsqu'on est au-dessus de 2 mg, c'est plus souvent dû à un oxygène dissous qui est déjà important sur la cuve de tirage, plutôt qu'une prise d'air lors de la mise en bouteille. Donc, ce qui voudrait dire que, en tout cas, dans le réseau, la mise en bouteille, c'est une étape qui est globalement bien maîtrisée. Lors de ces mises en bouteille, on prélève 18 bouteilles afin de les suivre dans le temps. Et on réalise donc ce même indice TE 15 jours après la mise en bouteille, après 6 mois, 1 an et puis 2 ans. Donc nous, ce qu'on a voulu commencer à regarder, c'est s'il y a une évolution de cet indice au cours du vieillissement de ce vin en bouteille. Alors, il est encore un petit peu tôt pour affirmer quoi que ce soit, puisqu'on a seulement réalisé le premier point à 15 jours dans l'ensemble des vins. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une légère tendance à l'augmentation de cet indice. Donc, pour rappel, ce qu'on peut dire, c'est que si l'indice augmente, c'est que le vin devient moins sensible globalement. Bon, alors, ce n'est pas systématique, hein, puisqu'on a au moins 2 vins qui, eux, on voit leur indice baisser. Mais c'est intéressant de remarquer que peut-être qu'après la mise en bouteille, il y aurait éventuellement une stabilisation du vin. Bon, tout ce qu'on voit là, ce sera à confirmer bien sûr avec les points suivants à 6 mois, 1 an, etc. Donc à ce jour, on ne peut pas encore faire de lien entre la sensibilité des lots et le process de vinification en amont. Mais on aimerait compléter en fait le travail qui a été commencé sur les millésimes 18 et 19 en suivant des lots dès le pressurage, donc ce qu'on a commencé à faire en 2020, pour confronter donc les résultats de pressurage aux résultats du TE qu'on aura suivi dans le temps et de l'analyse sensorielle. Voilà, donc à présent, je vais laisser la parole à Odile pour l'étude du pressurage. Juste avant Alors, pas tout de suite, oui. non. On avait la possibilité d'avoir un petit moment si vous avez des questions déjà sur la partie de François, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions s'il y a des résultats que François a présentés qui vous interpellent ou si vous avez des mots, voilà, des remarques sur ce sujet. Donc, si on n'a pas de questions, on aura d'autres moments pour revenir à ces questions et prendre du temps. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je laisse du coup la parole à Héloïse. Oui, je vais introduire cette partie effectivement sur le pressurage qui est quand même ce qui va le plus nous occuper ce matin et qui, comme je vous disais, nous a beaucoup occupé sur les mois d'août et de septembre. Alors, pour commencer, un rappel sur les données que nous vous avons renvoyées et finalement comment les interpréter. Alors, le polyscan aujourd'hui, quand on fait un suivi, quand on l'utilise pour un suivi de pressurage, nous renvoie 2 indices, un indice qui s'appelle Phénox et un indice qui s'appelle EasyOx. Alors, l'indice Phénox est corrélé aux composés polyphénoliques totaux et nous permet de suivre leur évolution et leur extraction. Et l'indice EasyOx nous révèle en fait la part de ces composés, en tout cas la part des composés dans le mou qui va être facilement oxydable. Comment les interpréter? Et je pense que vous avez pu commencer à le voir dans les résultats qu'on vous a envoyés en cours d'été. Une augmentation des EasyOx peut témoigner donc d'une préservation de l'oxydation, globalement de la matrice, ou d'une extraction importante de ces composés. À l'inverse, une diminution va traduire une oxydation préalable de ces composés puisqu'ils ne sont plus présents. Ils ne sont plus en tout cas oxydables, donc on les détecte plus avec l'outil, mais ils témoignent aussi d'un faible niveau d'extraction.
Du côté des phénox, c'est pareil, une augmentation ou un niveau élevé de phénox va traduire finalement un raisin relativement riche en composés polyphénoliques, et ou une extraction qui va être supérieure, qui va être plus importante que les phénomènes d'oxydation que peut rencontrer la matrice à ce moment-là. À l'inverse, une diminution des phénox ou un niveau faible des phénox va traduire un raisin qui était peu riche en ces composés, ou un niveau d'extraction qui est faible, ou en tout cas inférieur au phénomène d'oxydation que va rencontrer le mou à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut situer la Bourgogne par rapport aux autres régions sur les teneurs en polyphénol en 2020? C'était un des intérêts aussi d'utiliser le Polyscan, qui est déjà utilisé largement, notamment dans d'autres régions de France et du monde. L'idée, c'était de pouvoir comparer est-ce que finalement nos chardonnays de Bourgogne en 2020 se comportent sur ces indices-là comme d'autres chardonnays ailleurs dans le monde. Alors, on constate qu'il y a une différence qui est significative au niveau statistique entre nos chardonnays de Bourgogne en 2020 et d'autres chardonnays du monde. Pour autant, la différence, elle est trop faible pour que ce soit vraiment une différence qui soit œnologiquement significative. Et on n'a pas de différence sur les niveaux d'Isiox. Donc, on peut conclure pour le millésime 2020, encore une fois, et dans le réseau qu'on a suivi, que la Bourgogne se situe au même niveau que le reste des régions du monde dans lequel le Polyscan est utilisé et sur lequel on a pu comparer les mesures qui ont été faites dans le réseau. Donc voilà pour un panorama très rapide de ces indices dont on va vous parler longuement ce matin. Odile, je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu, toujours avant de commencer sur les résultats, un panorama des pratiques en Bourgogne au niveau du pressurage dont on a pu être témoin dans le réseau et plus largement. Est-ce qu'on a un petit moment pour du coup répondre à une question sur la première partie? Oui. Donc, une personne demande comment expliquez-vous cette chute brutale du TE 15 jours après la mise? C'était dans la partie de François. C'est pas une chute brutale. Alors, pardon, je ne suis plus du tout au bon endroit. Ici, François, tu voudras peut-être répondre, mais on a vraiment des résultats très préliminaires et qui demandent à être confirmés. Donc, pas de réponse pour l'instant sur ces deux vins qui ont une diminution de l'indice TE. Et n'oubliez pas qu'on n'est que à 15 jours, donc ce point est peut-être un artefact aussi de mesure. On a besoin des points qui vont venir à 6 mois, à 1 an, pour mieux comprendre ces phénomènes. C'est vraiment un premier aperçu. Et est-ce qu'il y a corrélation entre les deux vins dont l'oxygène à l'analyse était important? C'est pas quelque chose qu'on a investigué. François, vas-y. Si, la corrélation, c'est que ces deux vins, ils étaient ils provenaient du même site. C'est la seule corrélation qu'on a entre les deux. D'accord. Voilà. J'avais une autre question, mais que je garderai pour plus tard sur l'effet bouchon. Je laisse du coup la parole à Odile pour la suite. Ton micro est coupé, Odile. Du coup, le temps qu'Odile peut-être arrive à régler ce problème technique, je peux vous poser la question sur la troisième question qu'il y avait. Peut-on incriminer le bouchon, entre parenthèses, relargage de polyphénol? Est-ce qu'il y a un effet de l'obturateur là, sur cet indicateur? Alors, si la question elle porte toujours par rapport à ma partie sur
sur la mise en bouteille et donc l'évolution après en bouteille. Je ne pense pas, puisqu'on utilise, nous, des bouchons qui sont différents de ceux, enfin, nous, on utilise des bouchons standards qu'on va mettre sur tous les échantillons qu'on prélève et qui sont des Nomacork. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de relargage de polyphénol par ces bouchons-là. D'accord, merci François. Donc, Odile, ton micro est bien activé. Là, je pense que ça doit marcher. Vous Voilà, m'entendez? on t'entend très bien. Parfait. À toi. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu des enseignements de ce projet en termes de diversité des pratiques observées. Donc, au niveau des appellations représentées, donc on a une grande moitié de sites en appellation village et en proportion égale à peu près les régionales et les premiers creux. Donc, c'est une bonne représentativité qui n'est pas celle des appellations de Bourgogne, mais en même temps, ce n'était pas l'objectif non plus. Pour ce qui concerne le type de récolte, et ben là, c'est carrément moitié en vendange machine et moitié en vendange manuelle. Le camembert du dessous concerne la pratique du foulage. Et donc, on voit qu'une majorité des raisins sont foulés donc avant pressurage. Et ensuite, la pratique du sulfitage sur raisin. Donc, on est à 60% sur la non-pratique du sulfitage sur vendange, ce qui peut s'expliquer par la qualité de la vendange cette année. Donc là, on a quelques photos de réception de vendange. Alors, dans les types de pressoirs, donc on a une majorité quand même de pressoirs à cage fermée. Ce qui n'apparaît pas là, c'est que ce sont essentiellement des pressoirs pneumatiques qu'on a rencontrés dans le cadre de l'étude. Pour les cycles de pressurage, on a 75% des cycles qui sont des cycles plutôt classiques, par opposition à des cycles séquentiels. Donc le cycle classique, c'est après égouttage des montées en pression, rebêche et remontée en pression, alors que les programmes séquentiels sont plutôt des programmes en escalier. Et le cycle séquentiel utilise généralement un petit peu moins de rebêche. Donc là, on a des vues de pressoir. La première photo en haut à gauche représente, je pense, ça doit être un cycle de pressurage. Et donc, on voit Solène donc, au milieu, qui étudie attentivement le cycle pour essayer de prélever les échantillons au bon moment, qui n'était pas toujours très simple. Alors, la gestion du sulfitage, elle est effectivement différente. On a vu tout à l'heure qu'en grande majorité, on n'avait pas tellement de sulfitage en raisin. Par contre, on a pour moitié des sites observé un sulfitage sous le pressoir. Ensuite, le SO2 en cuve de débourbage, on a quand même une majorité de non, 67%. Et par contre, le sulfitage, la pratique du sulfitage en général est de mise dans tous les domaines. On a effectivement peu de domaines où il n'y avait aucun sulfitage du raisin jusqu'à la cuve, ce qui est peut-être un point à creuser pour les années prochaines. Donc encore des photos de pressoir. Donc la deuxième partie de ces diapositives concerne en fait les résultats d'une enquête sur les pratiques du pressurage qui a été réalisée auprès de l'ensemble des professionnels, puisque le questionnaire est paru dans BIVB Info. Alors, effectivement, on aurait pu avoir un peu plus de réponses, on n'en a eu que 52. Malgré tout, c'est quand même déjà un point. Et ça permet de tirer quand même quelques petits enseignements.
Alors, les types de structures qui ont répondu sont en majorité des domaines viticoles. On a 10% de négociants et 4% de caves coopératives. En ce qui concerne le type de pressoir utilisé, donc c'est un peu sans surprise. On a 90% des sites qui utilisent des pressoirs pneumatiques. On en a quelques-uns qui utilisent des pressoirs verticaux ou encore des pressoirs à plateau. Et je crois que dans les autres, effectivement, il y avait des pressoirs verticaux manuels, un pressoir hydraulique, un pressoir à plateau incliné, mais on n'a aucun pressoir inerté. Alors, en allant un petit peu plus loin, le nombre de pressoirs par site, alors, il est en majorité de 1 et de 2, puisque ce sont quand même beaucoup de domaines viticoles qui ont répondu. Ensuite, on a des sites où on a 3 ou 4 pressoirs, ou 5 pressoirs, un petit peu à égalité. Et donc, comme on a 50 réponses et qu'on a 2% des sites qui ont 17 pressoirs, c'est un site, hein, évidemment, c'est un gros site d'embouteillage. L'utilisation des programmes de pressurage, la question était de savoir si on utilisait des programmes fournis avec le matériel ou si on programmait soi-même le cycle de pressurage. Donc, en grande majorité, les répondants ont dit qu'ils programmaient eux-mêmes le cycle de pressurage. Ensuite, on a 40% qui utilisent des programmes fournis et on a un site qui utilise un pressoir automatique qui régule lui-même ses programmes avec des capteurs, etc. En ce qui concerne la séparation des jus, alors là, on a un tiers qui les sépare toujours, un autre tiers qui les sépare parfois et un autre tiers qui ne les sépare jamais. Donc la question était assez générale, on n'a pas de détails sur si c'est les fans presse, bon j'imagine que c'est le cas, mais voilà, on n'a pas de détails sur ce type de paramètres. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que quand même les 70 pressoirs qui ont été utilisés, c'est déjà un bon échantillon pour étudier des résultats. Et que les pratiques qui tournaient autour du pressurage, finalement, étaient assez mal connues. On a tiré quand même des enseignements qu'on ne connaissait pas. Et l'idée, c'est maintenant, à partir de ces enquêtes pratiques, d'apporter des informations de plus en plus intéressantes à ce stade. Voilà, je vous remercie. Merci Odile. Alors avant de passer la parole à Solène, on a une remarque de Pierre, hein, toujours sur les diapos présentés par François. En fait, il dit effectivement l'évolution des TE en 15 jours pose question. Avez-vous fait des tests de répétabilité de cet indice TE? Héloïse, je ne sais pas si tu peux… Oui, pardon, j'ai des problèmes techniques. Est-ce qu'on a fait une répétabilité des indices TE, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas multiplié les mesures de TE sur un même échantillon, notamment parce qu'en bouteille, on est limité en volume pour l'ensemble des analyses qu'on fait. C'est éventuellement quelque chose qu'on pourrait faire pour vérifier si c'est un artefact de mesure à ce niveau-là. Je note ça éventuellement si on peut parfois expliquer ces mesures qui semblent un peu étranges. D'accord, merci Héloïse. Donc je laisse la parole à Solène pour présenter un peu les résultats des suivis pressoirs du réseau. Donc, bonjour à tous. Donc maintenant que Odile vous a un petit peu fait l'état des lieux de la diversité qu'on a pu établir cette année sur l'ensemble des sites, je vais vous parler des résultats de la campagne de pressurage de façon globale qui sont issus donc, du suivi des 70 pressoirs du réseau. Dans un premier temps, en fait, on s'est intéressé et on s'est penché sur l'étude des valeurs des jus de goutte.
pour essayer en fait de déterminer le potentiel de la vendange et l'impact des phases pré-pressurage, donc c'est-à-dire le type de récolte, manuel ou machine, le foulage ou le sulfitage de la vendange. Et ensuite, on a essayé de regarder dans un second temps les valeurs sur cuve finale pour essayer de comprendre finalement l'impact du process de pressurage dans son intégralité. Donc, c'est-à-dire de la récolte du raisin jusqu'à l'expédition du mou en cuve. Donc, pour faciliter un petit peu la compréhension des résultats, ils ont été résumés dans des tableaux de façon assez synthétique. Mais tous ces résultats sont issus de tests statistiques dont nous pourrons parler si ça intéresse certains après cette présentation. Donc, tout d'abord, ici, c'est les résultats issus des jus de gouttes avec l'étude des teneurs, donc des polyphénols. Donc, on a pu mettre en évidence cette année que le sulfitage de la vendange avait augmenté les teneurs en polyphénol des jus de gouttes. Donc, une des explications, c'est bien sûr le pouvoir solvant du SO2 et son action antioxydante, donc qui va protéger les polyphénols et qui vont donc être conservés sur le jus de goutte. Ensuite, la vendange machine, elle favorise également des teneurs plus élevées en polyphénol sur le jus de goutte. Donc ici, une explication, ça va être la trituration et donc une extraction qui va être favorisée par rapport à une vendange manuelle. Et cette extraction sera supérieure finalement à l'oxydation de ces composés. Le foulage va également augmenter les teneurs en polyphénol des jus de goutte. Donc là, on peut avoir la même explication que pour l'utilisation de la machine à vendanger. Et par contre, ce qui était intéressant de constater, c'est que cette année, on n'a pas vu sur nos résultats statistiques d'impact du niveau de maturité ou du niveau d'appellation sur les teneurs en polyphénol des jus de goutte. Donc ça, c'était un petit peu, ça nous a surpris notamment pour les niveaux de maturité parce qu'on aurait pu s'attendre en effet à des teneurs en polyphénol sur jus de goutte plus élevés dans le cas, par exemple, de maturité plus importante. Donc, pour vous résumer ces premiers résultats sur jus de goutte, en fait, ces teneurs en polyphénol qui ont été mesurées, elles sont principalement, enfin, la quantité en polyphénol, elle est principalement liée à la récolte machine, à la pratique du foulage et à l'apport de SO2 sur raisin. Et finalement, statistiquement, on a pu voir que ces variables process gommaient l'effet de maturité de la vendange. Donc, quand on avait finalement des raisins plus mûrs que d'autres, si on utilisait ces pratiques, finalement, on allait se retrouver avec des mêmes teneurs en polyphénol sur jus de goutte. Donc maintenant, je vais me concentrer sur les valeurs que l'on a pu mesurer sur cuve finale, donc à la fin du process de pressurage. Donc, on a observé des teneurs élevées en polyphénol sur cuve finale lorsque les teneurs étaient déjà élevées sur jus de goutte. Donc ça semble logique puisque pour l'ensemble des sites que l'on a suivis, on avait des volumes très importants de jus de goutte. Ensuite, que ce soit le sulfitage à la vendange ou le sulfitage à la mai, en fait, favorise des teneurs élevées sur cuve finale. Et donc là, c'est encore une fois le pouvoir solvant du SO2 qui va extraire plus facilement les polyphénols du raisin et son pouvoir antioxydant qui va protéger en fait ce pool de polyphénols pendant la pratique du pressurage. Et donc, ce pool de polyphénols finalement va rester tel quel jusqu'en cuve finale puisque le SO2 les a protégés de l'oxydation. À l'inverse, on a observé que lorsque les sites sulfitaient uniquement en cuve et pas avant dans le processus, en fait, on avait des teneurs en polyphénol sur cuve finale qui étaient beaucoup plus basses. Et donc, finalement, cet apport tardif de SO2 va entraîner une oxydation des polyphénols en amont
et donc une charge qui sera plus faible après sur cuve finale. Donc là, on voit que le moment d'ajout du SO2 va vraiment faire varier ces teneurs en polyphénol sur cuve finale. On a observé également que la machine à vendanger, la pratique du foulage ou le nombre de rebêches allait augmenter les composés facilement oxydables sur cuve. Donc, pour vous rappeler, les composés facilement oxydables, ce sont l'indice, ça correspond à l'indice EasyOx. Donc, c'est des composés polyphénoliques, mais ça va être ceux qui vont s'oxyder tout de suite, en fait. Donc, en fait, c'est tous les phénomènes qui vont engendrer des triturations. Ils vont entraîner des valeurs en polyphénol sur cuve finale plus élevées et notamment en composés facilement oxydables. Cette année, donc sur le millésime 2020, on n'a pas constaté d'effet de la maturité, de la durée du pressurage ou du type de pressoir, donc que ce soit cage ouverte ou cage fermée, sur les teneurs en polyphénol sur cuve de débourbage. Donc là encore, par exemple, le type de pressoir, le fait qu'il n'y ait pas d'impact, ça nous a un petit peu surpris, puisque l'on aurait pu s'attendre, dans le cas des cages ouvertes qui sont des pressoirs plus oxydatifs, on aurait pu s'attendre à avoir des teneurs du coup plus faibles en polyphénol, puisque ces derniers auraient été oxydés. Donc, encore une fois, un petit résumé. Donc, les résultats montrent que les teneurs en polyphénol sur les cuves de débourbage sont principalement liées aux teneurs initiales des jus de gouttes, à la gestion du SO2 et à tous les phénomènes qui vont engendrer des triturations. Donc, si je vous laisse éventuellement poser des questions sur cette première partie de présentation des résultats. Et Camille, merci Solène, oui, tout à fait. Donc, il y a une question. Avez-vous dosé les polyphénols par d'autres méthodes que le polyscan? Alors, donc pour la campagne 2020, on a uniquement utilisé le polyscan. Mais donc, il faut savoir que ce polyscan, les indices Phénox et EasyOx, ils ont été établis notamment avec des mesures d'IPT, donc des indices polyphénoliques, l'indice polyphénolique total, donc qui sont des mesures de laboratoire et d'absorbance. Mais éventuellement, c'est une question à laquelle pourra éventuellement répondre de façon plus précise, éventuellement l'équipe de Vinvention qui suit également aujourd'hui notre présentation. Éventuellement en fin de présentation si cela vous intéresse. Merci Solène. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon, il me semble, Solène, que tu as une autre partie des résultats à nous présenter. Voilà. Donc, comme précisé donc, tout au début de mon propos, après l'étude des valeurs sur jus de goutte, des valeurs sur cuve finale, on s'est finalement intéressé aux dynamiques d'extraction au cours du cycle de pressurage. Donc, grâce aux valeurs que l'on a pu mesurer à chaque montée en pression, à chaque palier de pressurage. Donc, pourquoi en fait on s'est intéressé à ces dynamiques? C'était pour essayer de catégoriser les pressoirs. Et en fait, on s'est rendu compte, lorsque l'on vous a notamment envoyé vos rapports individuels de pressurage, qu'on avait vraiment des pressoirs qui se distinguaient en 3 classes. Donc ça, c'était de façon intuitive en voyant individuellement vos graphiques. On avait des pressoirs qui avaient des niveaux de polyphénol vraiment très bas tout au long du cycle. D'autres, au contraire, qui étaient des valeurs très élevées en polyphénol. Et enfin, d'autres pressoirs qui, eux, montraient des dynamiques finalement croissantes d'extraction en polyphénol au cours du cycle. Donc, on a fait des analyses statistiques à l'aide de cette grosse base de données qu'on avait des 70 pressoirs pour essayer de voir si on pouvait les catégoriser en effet de façon mathématique et statistique.
Donc ici, vous pouvez voir un aperçu d'un graphique qui est la résultante d'une analyse en composantes principales, donc une analyse statistique. Et on a en effet pu déterminer 3 grandes classes de pressoirs, donc schématisées ici spatialement et représentées par 3 couleurs différentes. Donc, la première classe finalement de pressoirs que l'on a pu mettre en évidence, c'est donc caractérisé en jaune ici. Ce sont des pressoirs avec des niveaux faibles de polyphénol. Donc, juste avant de vous détailler, un petit rappel des graphiques et puis pour vous les introduire pour ceux éventuellement qui nous écoutent et chez qui on n'a pas pu aller faire de suivi de pressurage. Donc, vous avez à gauche le graphique des phénox, donc les composés polyphénoliques totaux, et à droite, le graphique des isiox, donc les composés facilement oxydables. La ligne rouge en pointillé correspond aux médianes phénox et isiox du cépage chardonnay qui a été établi à l'aide de l'ensemble des données donc phénox et isiox sur chardonnay grâce au polyscan dans le monde. Et donc, c'est sur cette médiane en fait, que l'on situe les valeurs. Et vous avez en abscisse finalement la durée du cycle de pressurage avec les différents paliers auxquels on a pris les mesures. Et en ordonnée, vous avez la pression en millibars à chaque palier du cycle. Donc, donc ici, c'est un exemple en fait, qui va représenter cette classe de pressoirs. Donc, ces pressoirs de la classe A, ils avaient des niveaux de polyphénol constamment sous la médiane. Donc, que ce soit au début du cycle jusqu'à la fin, on voit bien qu'on est sous cette ligne rouge tout au long du cycle. C'est le même constat pour les isiox. Et donc là, on se trouve dans une classe qui va avoir sur Q final des niveaux très bas en polyphénol et qui va donc être considérée finalement comme peu à risque pour la suite au niveau des phénomènes oxydatifs, puisque nous, on est parti du constat que, en faisant bien sûr de la recherche bibliographique, que ces polyphénols ont un rôle majeur dans les phénomènes d'oxydation puisqu'ils sont à l'origine de nombreux composés qui réagissent après chimiquement avec les composés du vin et qui sont à l'origine d'oxydation. Donc, la deuxième classe de pressoirs que l'on a pu mettre en évidence, ce sont des pressoirs avec des évolutions de polyphénol au cours du cycle. Donc, vous voyez, on commence sous la médiane. Ici, on commence à 500 en teneur de polyphénol. Et puis, on va progressivement passer au-dessus de cette médiane et avoir des teneurs bien plus élevées que la moyenne des phénox. On observe exactement la même chose avec les isiox, une évolution croissante au cours du cycle. Donc là, on se trouve avec des pressoirs qui vont avoir une forte évolution au cours du cycle et donc pour lesquels une séparation sera éventuellement possible au niveau des fins de presse. On pourra les séparer et donc traiter deux qualités de jus différentes pour diminuer cette charge polyphénolique à la fin du pressurage. Troisième classe, eh bien, ce sont des pressoirs avec, vous le voyez, des niveaux plutôt élevés en polyphénol tout au long du cycle. Donc, dès le départ, sur les jus de gouttes, on va avoir des teneurs au-dessus de cette médiane et des teneurs qui vont se maintenir tout au long du pressurage jusqu'à la fin. Et même constat pour les isiox. Donc là, ça va être une catégorie de pressoirs, on va dire, un petit peu plus à risque, puisque cette charge polyphénolique, elle est constante. Donc, on ne pourra pas, dans ce cas-là, séparer et traiter deux qualités de jus différentes. Donc, une fois qu'on a mis en évidence en fait, ces trois catégories et qu'on les a caractérisées par leur dynamique et leur teneur en polyphénol, on s'est intéressé à ce qui pouvait les caractériser au niveau ce qui les regroupait au niveau des pratiques en amont. Donc pour la deuxième catégorie de pressoirs qui présentait finalement une évolution au cours du cycle, on s'est rendu compte que ces pressoirs, donc encore une fois, c'est une résultante de résultats, enfin c'est des résultats statistiques qui nous ont mené
à établir que ces pressoirs, ils avaient une absence de pratique du foulage. Ils étaient récoltés manuellement avec des cycles pour la plupart séquentiels. La troisième catégorie que l'on a considérée dans notre étude comme la plus à risque, finalement, c'était des pressoirs où l'on pratiquait en amont un foulage, où l'on avait un niveau de maturité des raisins supérieur aux autres et pour lesquels on pratiquait la récolte mécanique. Et enfin, on a pu constater pour ces trois grandes catégories de pressoirs que dans tous les cas, l'apport de sulfite sur raisin augmentait les teneurs en polyphénol sur cuve finale. Donc, on a essayé de classer ces trois classes sur une échelle de risque oxydatif. Alors, bien sûr, c'est une échelle de risque potentiel. Hein. C'est pas, il faut rester, on va dire, prudent sur ces résultats. Et on a pu mettre en évidence que finalement, la classe C était, comme je vous l'ai présenté, la plus à risque. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a pu le relier à des pratiques au pressurage. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces résultats, je vous propose que l'on passe à un deuxième atelier. Avant, Solène, j'ai deux petites questions. Oui. Donc, une personne demande, avez-vous mesuré les polyphénols sur des cuvées non sulfitées, mais pas du tout sulfitées, il précise. Et une autre question, est-ce qu'il y a une corrélation avec l'évolution du pH ? Alors, on a fait, en effet, parmi nos 34 membres du réseau et parmi les 70 pressoirs que l'on a suivis pendant cette campagne, on s'est retrouvé dans le cas de membres qui ne pratiquaient pas du tout le sulfitage. Et souvent, pour ces sites et ces pressoirs, on observait des teneurs très basses en polyphénol. Donc, comme j'ai pu vous le présenter juste avant, en fait, on va avoir une espèce de micro-oxygénation pendant cette phase de pressurage qui va, parce qu'on n'a pas de protection par le SO2. Et donc, les polyphénols, les composés qui doivent s'oxyder, vont s'oxyder à ce moment-là. Et cette charge polyphénolique sera du coup réduite sur cuve finale avec des teneurs donc plus basses en polyphénol. Mais ces pressoirs qui n'étaient pas du tout sulfités, en fait, ils vont se retrouver dans la même catégorie que ceux sulfités uniquement sur cuve, en fait. Parce que souvent, quand le sulfitage se faisait sur cuve, on n'avait pas de sulfitage avant, que ce soit sur raisin ou à la maie. D'accord. Et en ce qui concerne le pH ? Ah oui, donc pour le pH, donc vous avez pu le voir hein, sur les graphiques. En effet, la plupart du temps, lorsque cela était possible, on a essayé de suivre le pH. Pour certains sites, on a pu constater une corrélation entre pH et EasyOx, et extraction polyphénolique, pour d'autres non. Donc globalement, je vous dirais que nous, on n'a pas, en tout cas pour ce qu'on a suivi cette année, on n'avait pas une corrélation très importante entre pH et extraction. Parfois, on a réussi pour certains sites, lorsque l'appareil nous indiquait une augmentation très importante en polyphénol, on avait à ce même moment un saut en pH. Mais ce n'était pas quelque chose que l'on retrouvait constamment pour chaque pressoir suivi. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a vraiment une corrélation entre pH et saut d'extraction en polyphénol. D'accord, merci Solène. Alors, malgré le format digital, distanciel, c'était important pour l'équipe de pouvoir avoir un moment quand même d'échange avec vous sur cette partie pressurage et pour pouvoir un peu voir avec vous comment vous interprétez ces résultats, notamment ces trois classes de pressurage qui sont identifiées. En lien, vous, avec les résultats de votre propre domaine. Est-ce que vous attachez de l'importance à ces étapes de pressurage? Comment vous avez choisi votre pressoir, etc.
Donc, on vous propose une petite session qui va durer 20 minutes. On va diviser le groupe, donc on est 30 en tout, on va diviser le groupe en 3 groupes. Donc, nous, on est 5, on vous accompagnera dans chaque petite salle virtuelle, entre guillemets, pour échanger avec vous. Et donc, là, pendant ces 20 minutes, on vous invite très fortement à réactiver votre micro et votre caméra pour pouvoir échanger avec l'animateur sur un peu les sujets qui sont abordés là et les résultats présentés. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir de bugs techniques. Hein, donc, vous serez pendant 20 minutes et automatiquement, au bout des 20 minutes, vous rebasculerez dans la salle principale. Vous pouvez aussi faire le choix, vous, de cliquer pour revenir dans la salle principale. On se retrouve donc dans 20 minutes. Là, je vais cliquer pour vous attribuer vos salles. Vous allez voir apparaître à l'écran une invitation. Vous devez accepter l'invitation pour aller dans ces petites salles virtuelles. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, on est 30. Donc, voilà, il faut patienter le temps d'être accordé aux salles. Donc, je vous dis à tout de suite et retour dans 20 minutes. Voilà, bon, je suis avec vous, Odile et François, mais je pourrais basculer dans les autres groupes pour animer. Vous l'avez compris, là, le but, c'est qu'on puisse un peu tous discuter, puisqu'on est un peu on est en comité réduit. Et donc, le but, c'est d'échanger un peu sur ces thématiques, sur ce qu'on vient d'évoquer. Vous pouvez activer vos micros et vos caméras, qu'on puisse se voir. Voilà. Et alors, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est est-ce que comme vous avez tous pu prendre conscience un peu des résultats qu'on vous avait renvoyés, est-ce que ces résultats, ils vous ont étonné dans un premier temps ou finalement, ça confirmait un peu les objectifs que vous aviez? Je ne sais pas qui veut commencer. Ah, Nico nous dit il n'a ni caméra ni micro. Alors, je ne sais pas, Brifox est en train de se connecter. Alors, je ne sais pas, on a Jérémy, Pierre, Nathalie, vous avez ouvert vos micros. Est-ce que vous pouvez réagir un peu sur ces 3 classes qu'on présentait tout à l'heure, Solène? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous étiez un peu sur des observations similaires? Et puis, en fonction des résultats, vous, de votre propre domaine? Je peux commencer si vous voulez. Oui. Donc, déjà, bonjour à tous. Alors, moi, de mon côté, on a suivi 3 pressoirs. Donc, 2 pressoirs sur Pouilly-Fuissé, premier cru, les craies. Je ne sais pas si ça a été pris en compte, les premiers crus dans les statistiques du début, mais c'est important. On va revoir les camemberts. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, le dernier pressoir a été fait sur des macons solutrés. Donc, dans le cas des Pouilly-Fuissé, ça a été de la vendange manuelle et de la vendange machine sur les macons solutrés. Et je fais partie des caves qui ne sulfitent pas du tout. Voilà, donc du petit pourcentage, donc 0 sulfitage, c'était d'ailleurs une première cette année. On travaillait sur de la bioprotection, mais pas de sulfitage avant la fin de sucre et de malo. Et donc, les résultats sont relativement logiques, c'est-à-dire qu'on est sur des niveaux plutôt faibles qui augmentent au fur et à mesure du pressurage. Le résultat qu'on m'a envoyé montrait que je séparais les jus peut-être un tout petit peu tard par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Donc à réfléchir pour l'année prochaine, et donc des niveaux plus élevés sur la vendange machine que sur la vendange manuelle. Voilà, donc pour l'instant, pas de grosses surprises en ce qui me concerne.
Est-ce qu'il y a des différences de cycle de pressurage entre les macons et les poulies fussées, par exemple? Alors, en fait, les poulies fussées, on a fait 2 pressoirs. On a fait, donc nous, on a 2 pressoirs. On a un Europress et un vieux Bucher. 2 pressoirs pneumatiques, hein, mais voilà. Et non, a priori, pas de différence entre les 2 pressoirs sur les mêmes raisins, on va dire. Et les macons solutrés ont été faits, je crois que c'est sur l'Europress. Mais non, il n'y a pas, a priori pas de différence significative sur les 2 pressoirs, bien qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus ancien que l'autre. D'accord. Donc vous pressez de la même façon, que ce soit des poulies fussées, Alors, non, parce qu'on a 2 programmes différents, pardon, sur vendange machine et vendange manuelle. Vendange Ah, machine, on a aussi plus de rebêches, parce que ça pressure moins bien forcément que quand on a les rafles. Donc les programmes sont assez différents, effectivement. Donc, ça peut expliquer aussi, bien sûr, la quantité de polyphénol plus importante dans les macons solutrés. d'accord. Et puis dernière petite question, à la limite, ce serait à quel point le pressurage, c'est un sujet, c'est important pour vous. Est-ce que pour vous, c'est très important ou secondaire ou... Pour nous, c'est fondamental. C'est fondamental d'essayer de faire du travail, je dirais, de la meilleure qualité possible, tout en restant cohérent par rapport au timing. C'est-à-dire qu'on fait 4 pressoirs par jour et il faut que ça tienne dans la journée, quoi. Et donc, ne pas laisser traîner la vendange, c'est quelque chose qui est important aussi, hein. Donc, il faut qu'on puisse lancer les pressoirs le plus rapidement possible derrière la vendange. Donc, on ne peut pas aller sur des cycles de pressurage trop longs, en tout cas au moins pour les 2 premiers pressoirs. Qu'il faut lancer le plus rapidement possible et qu'il faut pouvoir libérer pour mettre la vendange par la suite. Donc voilà, on essaye d'allier à la fois un pressurage de qualité tout en ayant des temps de pressurage qui restent raisonnables. Donc, ce n'est pas toujours évident à gérer. Ok. Et est-ce que vous faites par exemple des opérations pour faire chuter un peu la charge phénolique, je ne sais pas, des oxygénations, des collages, des choses comme ça? Alors non, j'ai même plutôt tendance à protéger un petit peu les jus à partir du moment où on les pompe, c'est-à-dire que la cuve d'arrivée est inertée au CO2. Et ensuite, pendant le débourbage, je continuerai à inerter. Donc, en fait, la prise d'oxygène, elle se fait vraiment pendant le pressurage, dans la mets. À partir du moment où les jus quittent la mets, a priori, ils sont à peu près protégés. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir pour répondre un peu à ces mêmes questions, pour un peu confronter les habitudes que vous avez entre vous? Je vais prendre la suite. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Du coup, donc moi, je suis à la cave de Buxy. Donc, ça va être une approche un peu différente. On a travaillé principalement sur les suivis de pressurage sur des cuvées domaines qui sont séparées, permettant de séparer les jus. On va avoir 2 façons de procéder pour des raisons techniques, soit la séparation des jus, si on peut les séparer, soit une réduction du cycle de pressurage et des pratiques de collage. Voilà, sur l'ensemble, on était plutôt sur le niveau, on va dire la classe niveau B. On voit bien une évolution des teneurs en polyphénol au cours du cycle de pressurage, justifie notre choix de séparer les jus de presse et goutte. Voilà, tout est en vendange mécanique, sulfitage sur vendange aussi. Donc voilà, ça corrèle un peu les données, les résultats. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va vous amener un plus, ces mesures au polyscan, justement pour séparer les jus? Pas dans la séparation des jus. Après, il faudrait équiper des pressoirs pour avoir des pressoirs en pilotage, comment dire, des pressoirs automatiques, ce qu'on ne fera, en tout cas pas dans les prochaines années. Mais disons, ça nous a conforté dans nos pratiques.
Mm. D'accord, donc ça a un peu, ça vous a plus permis de confirmer un peu vos Oui. habitudes. Enfin, ça vous a conforté dans l'idée de travailler de cette façon-là, quoi. Oui. Ok. Monsieur Bautreau, vous vouliez réagir, non? Bonjour à tous. Moi, la question que je reprends suite à ce qui nous a été transmis, c'est des taux de polyphénol plus importants sur une AOC Pernod-Vergelès, qui peut, de mon point de vue, s'expliquer par une maturité phénolique des raisins plus importante. On a attendu plus longtemps pour récolter cette parcelle. Mais je me pose des questions sur le lien qu'il pourrait y avoir sur ces taux de polyphénol avec des montées d'acidité volatile qu'on a pu constater assez rapidement sur cette cuvée et qu'on n'a pas eu sur d'autres cuvées qui montraient des taux de polyphénol plus faibles. Ce n'est pas forcément relié directement à l'aspect oxydation, mais pour nous, c'est un point important. Donc, vous avez eu une cuvée avec, où vous avez volontairement laissé une maturité phénolique un peu plus importante et vous avez eu un peu plus de volatile sur ces cuvées-là, c'est ça? Oui. Alors malheureusement, je n'avais pas fait des mesures d'acétique sur mou ou même sur raisin en contrôle maturité. Je n'ai pas la connaissance de taux importants avant même toute opération de pressurage. Mais voilà, c'est un point qui, moi, me pose question. Et je vais vous juste poser une question. Est-ce que les pH de ces cuvées étaient plus importants que les autres? C'est une bonne question. Non? Je ne sais pas si on avait fait les… On n'avait pas fait de mesure de pH sur… J'ai pas souvenir. Il faudrait que je reviendrai vers vous sur ce point en particulier. Je ne peux pas vous répondre à brûle pour point comme ça. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de micros fermés quand même. Alors, on a Nico et Roy qui n'ont pas la possibilité d'activer leur micro. Donc, voilà. Après, monsieur… Il y a quand même 2 personnes. Simon Bouvet et puis monsieur Barouin. Et Pierre aussi qui est avec nous. N'hésitez pas à prendre la Et parole. Pierre aussi. Mais Pierre, on le voit. Hein. Donc, je vois qu'il est là. Et comment… Ah mais non. Comment on peut prendre la main là? On vous écoute là, c'est bon, on vous entend. Ah, on entend? Bon, ben, moi, je profite de l'instant silencieux pour dire que moi, je suis pas viticulteur, donc j'ai pas pressé de raisin cette année parce que je suis œnologue conseil. Donc, mais je salue le travail effectué pour suivre 70 pressoirs parce que c'est un travail énorme, quoi. Donc, nous, dans notre labo, on est équipé depuis 6 ans avec le Polyscan. Et on a fait quelques suivis, mais voilà, quoi, on a suivi 5-6 domaines et on a suivi 15 pressoirs. Donc, on n'a pas votre base de données. C'est un travail énorme, quoi. Donc, bravo à l'équipe, là. Et ça rejoint un petit peu les analyses qu'on avait pu faire à l'époque. C'était sur le millésime 2014. C'est un outil qui est intéressant, mais comme il a dit Jérémy Rastour, quoi, c'est beaucoup de travail d'analyse à une période où il faut déjà faire du bon travail qualitatif à la récolte, au pressurage. Enfin, c'est tellement intense comme période que le temps consacré à l'analytique, il faut pouvoir le dégager et c'est pas évident. Voilà. Mais c'est vachement intéressant, quoi, comme outil. Est-ce que tu penses que les œnologues interviennent sur cette période justement du pressurage, ou est-ce que plutôt ils interviennent sur mou, c'est-à-dire que tout ce qui est cycle de pressurage, conseil, tout ça, c'est… Ben ouais, parce que nous, justement, nous, pour tout avouer, c'est vrai qu'en 2014, on avait fait ces mesures, mais derrière, ça immobilise des journées entières d'œnologues, quoi. Et nous, c'est vrai que notre travail, il est plutôt, on arrive souvent
sur le fait accompli, la cuve, enfin le raisin, il est pressé et le mou, il est entier dans la cuve de débourbage ou déjà débourbé. On n'a pas le temps de rester, bien que ce soit super intéressant et super plaisant, mais on va pas rester pendant les 3 heures de cycle de pressurage avec le vigneron. Parce qu'il faut qu'on aille voir les autres clients, quoi. Donc, c'est un petit peu la limite qu'on avait trouvée. Et c'est pour ça que quand le BIVB et Héloïse, ils se sont lancés là-dedans, je trouvais ça super, quoi. Je trouvais ça super. Nous, on est un petit peu coincés par le timing, parce que c'est une période où il faut qu'on voit tellement de clients dans notre journée que c'est compliqué de suivre avec notre polyscan ce genre de choses. Voilà. Et sinon, quelqu'un qui lève la main là, non, je sais pas. Il y a une question dans le chat, Monsieur Barouin. Qu'avez-vous pu en tirer des analyses faites en 2014? Ah bah, moi, mon retour, moi, j'ai pas des résultats aussi fiables que ce que vous avez pu faire, quoi. Moi, j'ai pas fait d'ACP, j'ai pas fait d'analyse statistique parce que j'ai 15 suivis pressoirs, quoi. Donc, avec 15 analyses, l'analyse statistique, elle est limitée, quoi. Voilà. Après, ce que j'en tire, c'est que d'un point de vue objectif final, qui est sur la stabilité des vins, la stabilité oxydative, après, il y a la fermentation, il y a l'élevage, etc. Et la corrélation entre les polyphénols, la composition polyphénolique présente en cuve de débourbage, et puis la tenue des vins qui sont produits in fine, elle est quand même loin d'être évidente, quoi. Elle est loin d'être évidente. C'est un outil qui mesure bien les polyphénols. Voilà, moi, pour tout avouer, j'ai pas mal d'espoir sur le TE, là, qui était la première partie. Parce que ça, je pense que c'est quand même à investiguer et ça peut répondre à la question initiale qui s'est posée le BIVB. Sur l'aspect pressoir, il y a beaucoup de choses qui interviennent et les polyphénols, au final, sont peut-être pas le cœur du problème. Voilà. Mais enfin, vous, ça va permettre de le suivre. Moi, j'avais pas les moyens, clairement. Est-ce que Monsieur Bouvet veut prendre la parole ou non, peut-être pas forcément. Je peux apporter l'information. H 14. Juste un 320 après pressurage. Je viens de lire la réponse de Monsieur Bautreau là, sur les pH, qui sont 3,14 juste avant la vendange et 3,20 après pressurage. Bon, ce n'est pas des pH très très élevés. Hein. Enfin, on est, après cette explication d'acidité volatile, je pense qu'il faudrait reprendre le processus global pour voir un petit peu, pour en chercher les causes, quoi. Ouais, parce qu'à priori, est-ce que des taux de polyphénol plus importants peuvent donner plus de risques de volatile? Non, c'est pas lié. C'est pas sûr, ça. Il doit y avoir autre chose, oui, je pense. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas exprimé voulait dire quelque chose, peut-être? Il nous reste 2 minutes à peu près. La question. Oui, moi juste, enfin, c'est hors sujet, mais c'est par rapport à l'acidité volatile. C'est une toute petite parenthèse, mais c'est une problématique sur laquelle ce serait intéressant que le BIVB se penche parce que nous, personnellement, on a été aussi confrontés au problème avec des montées de volatiles inexpliquées. J'ai été œnologue conseil pendant 12 ans, donc je savais un petit peu où chercher et j'ai pas trouvé de réponse claire et précise à ma problématique et c'était en 2019 et 2020 c'était pas génial non plus, on a des volatiles plutôt élevés, donc voilà, je referme ma parenthèse. Oui, la question qu'on s'est tous posée au moment, c'était de savoir si ce sujet du pressurage était un sujet pour vous, parce que nous on pense que ça en est un, parce qu'on a découvert des choses, que c'est pour vous un sujet et est-ce que vous auriez besoin
d'information ou de formation à ce sujet? C'est une question qu'on s'était posée. En ce qui me concerne, oui, moi, ça m'intéresse d'approfondir ces choses-là, oui. Oui. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui a été vraiment traité. Sur la partie pressurage et plutôt sur des sites comme un peu industriels avec plusieurs pressoirs, je dirais que je pense qu'il y aura un changement sur un peu sur l'automatisation avec des produits, la gestion des produits, comment dire, des injections de colle au niveau qui soient corrélées, disons, sur les jus de gouttes ou sur les jus de fraise en fonction de ce qu'on fait, sur les sulfitages aussi, si on veut sulfiter ou pas. Ça, c'est des actions qui seront automatisées à venir. À l'heure actuelle, c'est tout manuel. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des périodes où il y a trop de pressoirs, c'est compliqué à gérer. Voilà. Surtout sur ces axes-là où je pense qu'il y aura des choses. Ok, bah, je crois qu'on arrive à la fin du temps qu'on. Voilà, nous voici tous revenus dans la salle principale. Donc, j'espère que les échanges ont été fructueux. On va continuer la suite. Alors, à moins que les animateurs qui étaient dans les petites salles, si vous voulez prendre la parole, voilà, pour faire une petite synthèse rapide de ce qui s'est dit. Alors, du coup, moi, j'étais avec François et Odile. Je ne sais pas si en 2 mots, vous pouvez nous dire un peu des échanges, ce qui s'est dit au sein de votre salle. Désactivez bien votre micro. Donc, on n'a pas eu la chance de pouvoir écouter tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de micros qui n'ont pas fonctionné. Mais en tout cas, ça nous a un petit peu conforté dans l'idée que cette étape du pressurage est quelque chose qu'il faut creuser, parce que beaucoup s'y intéressent, il y a beaucoup de questions autour. Donc, je ne sais pas si François, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Nous, ouais, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a, peu de monde a été vraiment surpris par les résultats et ça a plutôt conforté les gens dans leurs habitudes ou confirmé qu'ils travaillaient comme ils le souhaitaient. Donc, Il y avait un point intéressant, j'ai trouvé, moi, c'était tout ce qui est en lien avec l'organisation du travail. C'est-à-dire, voilà, ce qui est idéal de faire et ce qu'on peut faire aussi dans le temps qui est imparti et dans la charge de travail. Donc, c'est aussi, je trouve, un point intéressant pour après imaginer s'approprier ce polyscan ou certaines mesures, de se dire, voilà, comment j'intègre ça aussi dans mon organisation de chantier de pressurage, etc. Et Loïse, je ne sais pas, dans ton groupe. Oui, c'est vrai qu'on a été coupé dans les échanges. Je pense qu'on aurait pu continuer. Mais ça montre qu'effectivement, ça ouvre pas mal de questions et d'envie de continuer pour l'an prochain. On a mentionné l'intérêt de cet outil, en tout cas de ces travaux, pour éventuellement raisonner des investissements en termes de type de pressoir, nombre de pressoirs. Les participants dans le groupe suggéraient aussi de s'intéresser plus précisément à la phase de transport et de chargement de la vendange. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait peu détaillé cette année. Et puis sur la gestion des programmes de pressurage, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire pour l'instant, qu'on se base sur un premier pressoir test ou qu'on réajuste à la marge les programmes chaque année. L'outil semble intéressant, en tout cas ce travail semble intéressant pour mieux gérer les fins de presse en complément de l'intuition que peuvent déjà avoir les opérateurs ou d'habitude de toujours faire des séparations à tel et tel niveau de palier. Voilà ce qu'on a évoqué dans le groupe.
D'accord, merci Louise. Et toi, Solène, du coup, dans ton groupe, est-ce qu'il y a des points un peu qui sont ressortis Alors, donc, nous, on s'est beaucoup intéressé à la gestion des cycles en fait, de pressurage. Donc, c'est vrai qu'on a eu des retours sur le fait que beaucoup de cycles, il y a vraiment une multiplicité des cycles qui sont proposés aujourd'hui avec les pressoirs et une difficulté éventuellement de savoir sur quoi travailler comme cycle de pressurage. Des domaines qui ont fait finalement des comparaisons entre des cycles programmés et des cycles établis enfin des cycles construits par le domaine lui-même. On a aussi échangé sur la volonté éventuellement de travailler sur les températures du raisin. Donc, c'est une question qui pose question, comme on s'est intéressé cette année aux phases pré-pressurage, finalement, type de récolte, etc. La question de la température des raisins, c'est quelque chose qui peut être intéressant de travailler aussi dans les années à venir, voilà, sur son impact au niveau des teneurs en polyphénol. D'accord, merci Solène. Et Louise, je te laisse la parole du coup pour la suite de la présentation. Oui, et puis ça va faire le lien avec la suite du travail. C'est finalement ce qu'on a commencé à évoquer là au cours de cet atelier, les questions qui restent en suspens et puis surtout les questions que ce premier travail sur 2020 a ouvert. Alors, je vous ai proposé là quelques ouvertures. On discutera ensuite pour voir si c'est des questions qui vous semblent intéressantes, prioritaires à traiter ou s'il y en a d'autres. Donc, ce à quoi on n'a pas pu répondre en un an par définition, c'est est-ce qu'il y a un effet millésime sur les résultats. Est-ce qu'il y a un effet terroir? On a commencé à l'évoquer dans notre groupe pour aller plus loin dans l'explication de certains comportements de pressurage. Est-ce que d'autres étapes de l'itinéraire technique, comme l'élevage, vont avoir de l'influence? Et éventuellement, est-ce qu'elles sont plus influentes? On s'est focalisé cette année que sur l'étape de pressurage et sur l'étape de mise en bouteille. Est-ce que cette étape de l'élevage est quelque chose que vous souhaiteriez qu'on creuse ensemble? Est-ce que le niveau de maturité ou la date de récolte vont avoir un impact? Et Solène, tu en parlais, est-ce que la température des raisins lors du pressurage va avoir aussi une influence sur les résultats qu'on constate? Et puis, 3 petits points finalement, parce que vous avez aussi pu constater des choses, je pense, dans vos domaines, et puis vous poser des questions par rapport aux résultats qu'on vous a transmis, qui mériteraient qu'on aille plus loin. Et c'est l'objectif de l'atelier qu'on va vous présenter, qu'on va vous proposer maintenant. Alors, pas par petits groupes, mais là, ça va être plus par écrit. Et peut-être, Solène, je te laisse la main pour présenter la façon dont tu nous proposes de travailler. Alors, donc pour cette troisième atelier et ce dernier atelier, je vous propose que vous essayiez de... Donc, Héloïse, si tu veux bien remettre juste les questions. Donc, vous avez une première base de questions qui ont été mises à l'écrit. Je vous invite maintenant dans le chat à... si vous avez des questions qui vous viennent et sur lesquelles vous souhaiteriez que l'on investisse du temps l'année prochaine, je vous invite à compléter finalement cette liste en notant dans le chat ce qui vous vient. Et moi, je vais faire progressivement un nuage de mots que je vous afficherai après à l'écran pour vous présenter un petit peu les questions qui ont pu être... que vous vous êtes posées en plus de celles déjà écrites sur cette diapo. Donc, je vous laisse, n'hésitez pas dans la boîte de conversation à écrire
ce qui vous passe par la tête et ce qui vous intéresserait d'investiguer. À moins que ces questions soient déjà pour vous essentielles. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas aussi à le dire. Je vois que certains commencent à répondre, n'hésitez pas. Et puis, donc, j'ai l'impression que... Est-ce que tout le monde... Non, je pense que tout le monde a à peu près m'a dit ce qu'il... des suggestions qui arrivent. Donc, hop. Donc, finalement, alors je vais vous partager un petit peu le nuage de mots. Hop. Voilà. Donc, bon, ce qui a été principalement mis en évidence dans la boîte de dialogue, c'est donc ce qui vous intéresserait, ce serait principalement une étude sur l'élevage plus poussée. Donc, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Donc, en effet, l'étude du millésime, du terroir, de la maturité vous intéresse également. L'impact aussi du rendement. D'autres études sur éventuellement le rosé. Donc, élargir cette étude à d'autres matrices vin. Je vois aussi là maintenant donc l'influence du transport, de l'hyperoxygénation des mous. Et puis aussi le temps d'attente entre l'arrivée du raisin et son moment de pressurage. Donc, merci à tous d'avoir répondu un peu à ces interrogations. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est finalement à partir de ce nuage de mots et en complément de ce que nous avions posé comme questionnement, est-ce qu'il y a des... Vous pouvez me prioriser éventuellement les sujets qui vous intéressent. Bon, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse principalement quand même, c'est l'élevage et puis tout ce qui est compléter en fait ces phases pré-pressurage comme la température, la maturité, etc. Voilà, je pense que vous êtes nombreux à m'avoir répondu. Donc, on peut éventuellement passer à la suite. Héloïse, si... Oui, n'hésitez pas à poursuivre. Ouais, Je vois qu'il y a encore des suggestions qui arrivent. Oxygénation, élevage, maturité, le lien entre pratique culturelle et matrice. Je retiens qu'effectivement, l'étape pré-fermentaire, l'étape de la vigne qu'on n'avait pas du tout creusée cette année, semble beaucoup vous intéresser. Donc, je pense que c'est une des priorités qu'on peut noter pour l'année prochaine. Et puis, de toute façon, l'objectif, c'est bien de travailler avec vous et pour vous, pour la construction du futur protocole. Alors,
repartager l'écran. Il y a encore des suggestions qui arrivent. Je vous invite à continuer si vous avez des nouvelles idées pour 2021, peut-être quelques éléments de conclusion sur 2020 et sur ce qu'on vient de vous présenter. Alors, c'est des résultats qui sont prometteurs, puisqu'on constate bien des différences importantes en fonction des pratiques. Et puis surtout, la constitution du réseau a permis d'engranger une quantité de données importantes et intéressantes. On a constaté une diversité de pratiques bien réelle. Et là, vous nous l'avez dit, je pense qu'on peut aller encore plus finement dans le détail des pratiques et puis finalement pour vous aider, vous accompagner sur les décisions. On parlait de transport et de convoyage de la vendange. C'est un projet qui est en construction et qui, je pense, sera en permanence en construction, puisque l'idée, c'est bien de s'adapter chaque année en fonction des résultats, en fonction des membres du réseau, de ce qui vous intéresse. Donc, c'est un réseau qui est à votre service. Alors, je vous le disais, l'idée, normalement, c'était qu'on se voit tous en vrai aujourd'hui sur une matinée pour échanger, pour que vous vous rencontriez aussi, parce que c'est vrai que vous faites partie d'un réseau et nous, on vous connaît, mais vous ne vous connaissez pas forcément individuellement et on voit que c'est quelque chose d'important. Les échanges dans les petits ateliers, là, précédemment, l'ont montré. Donc, si la situation s'améliore, mais on ne doute pas qu'elle va s'améliorer, on organisera des rencontres du réseau au printemps sur un format qu'on avait déjà commencé à imaginer là pour ce début d'hiver. Le réseau n'est pas fermé, donc si vous avez des voisins, collègues, connaissances qui sont intéressés par le travail qu'on mène là ensemble dans ce réseau, n'hésitez pas à leur en parler. Et ils seront conviés aux rencontres du réseau au printemps, dont l'objectif c'est de continuer à échanger et puis de finaliser ensemble les travaux qui seront menés dans vos exploitations sur la campagne 2021. En parallèle de ça, puisqu'on me posait la question dans un atelier et je n'ai pas eu le temps d'y répondre, on travaillera aussi individuellement avec vous pour affiner les protocoles et puis surtout éventuellement le choix des lots qu'on va suivre. Donc, on ne perd pas le contact d'ici le printemps. On maintient bien évidemment l'activité du réseau, les mesures en cours et puis le travail individuel avec vous pour préciser vos besoins et puis les futurs travaux. Voilà pour ça. Et puis un mot aussi encore de remerciement pour votre participation ce matin, mais aussi dans le réseau depuis le mois de juin. Le temps que vous nous avez consacré, notamment pendant la période des vendanges, on était un peu dans vos pattes au pied des pressoirs, donc merci beaucoup. Merci aussi aux 7 sites autonomes, puisqu'effectivement, on avait équipé parmi les 34 membres du réseau, 7 d'entre vous, donc des sites de taille relativement importante, étaient équipés avec le Polyscan, ce qui a permis de multiplier la quantité de données récoltées, puis aussi d'avoir un retour sur la facilité d'utilisation de l'outil. Donc, merci beaucoup à eux. Et puis, le réseau est toujours en mouvement et en actualisation, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous pour qu'on travaille dès les semaines qui viennent sur votre implication et sur les travaux qu'on va mener dans vos exploitations à partir de 2021. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et vous avez toujours la possibilité d'envoyer vos questions par mail directement aux animateurs du réseau si à la fin de ce petit séminaire, il vous reste encore des questions. Voilà, n'hésitez pas.
par écrit sur le Polyscan. Si tu veux prendre la parole pour répondre directement à la question. Oui, très, très rapidement, juste pour répondre, parce que j'ai vu passer plusieurs questions dans le chat au sujet de la technologie. Alors, pour répondre à la question de l'incertitude de mesure, parce qu'elle est revenue plusieurs fois, elle est de 5% sur le Polyscan. Donc, quand vous regardez les indices, ça vous permet d'obtenir l'écart type qui est associé. En pratique, aujourd'hui, nous, on considère qu'au-delà de 50 unités de phénox, on a quelque chose qui est très significativement différent. Donc, c'est le seuil que l'on considère 50-60 unités pour notamment séparer des jus de gouttes et de presse. Ensuite, j'avais vu passer également des questions par rapport à la corrélation entre cette méthode de mesure des polyphénols et d'autres méthodes qui peuvent être de la spectroscopie UV visible, qui peuvent être de l'HPLC. Alors, ce travail-là, il a été fait préalablement même au développement de l'appareil, puisque c'est une technologie qui est assez largement répandue dans le cadre universitaire. Et il y a pas mal de littérature, Kilmartin, Ugliano et j'en passe, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Donc, nous, de notre côté, ce que l'on a réalisé, c'est une mise au point de la méthode avec les électrodes et le voltamètre que nous utilisons. Et on a pris soin, bien évidemment, de corréler les indices que l'on donne avec notamment une analyse de Follin ou des IPT. Et enfin, par rapport au test de tendance d'évolution, donc ça c'est un test qui est relativement récent dans l'histoire du Polyscan, mais je voyais des questions par rapport à des évolutions très rapides de ce test. Il faut remettre dans le contexte et avec la méthode que l'on utilise sur ce test-là, c'est finalement un test de résistance à l'air, ni plus ni moins. Et donc avoir un test de résistance à l'air, donc un vin qui ne se comporte pas tout à fait de la même façon 15 jours après la mise, ça ne m'étonne pas réellement. Donc ce que l'on fait avec le Polyscan, c'est ce que vous faites quand vous dégustez, si vous pratiquez les tests de résistance à l'air. On fait une mesure à T0 et une mesure au bout de 2 heures pour évaluer l'évolution de l'échantillon. Et donc un échantillon de vin juste avant la mise et juste après la mise, il est assez légitime qu'il ne se comporte pas forcément de la même façon en fonction des conditions de mise. Mais c'est comme tu l'as dit, Héloïse, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier plus en détail et donc il faut attendre, je pense, le printemps pour avoir plus d'éléments. Voilà, c'est ce que je voulais échanger et je reste à votre disposition pour toute question si jamais vous en avez. Merci Christine. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions ou suggestions qui vous viennent avant qu'on ne se quitte pour ce matin? C'est le moment. En tout cas, n'hésitez pas, si jamais des questions vous viennent par la suite, à nous les envoyer aussi par mail. On sera disponible pour y répondre. Ça peut être des questions aussi sur vos rapports individuels suite aux résultats qu'on a pu vous exposer ce matin. Peut-être que vous aurez des questions qui vous viennent, donc n'hésitez pas. On peut donc mettre fin à ce séminaire. On vous remercie tous d'avoir participé et on espère pouvoir se voir en présentiel au printemps prochain. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.